On part sur une table ronde qui s'appelle des financements pour la transition et l'adaptation. En fait, on aurait aussi pu l'appeler qui paye, avec un gros point d'interrogation. Alors des candidats, j'en ai autour de moi. Aujourd'hui, j'en ai 3. Ils veulent apporter des financements pour la transition écologique, mais en fait, ils rencontrent chacun à leur façon des limites dans tout ce processus-là. Ils auraient aimé que, comme autour de Notre-Dame, il y ait une grande mobilisation, un grand élan qui se crée pour pouvoir financer. Une maison qui a brûlé, la nôtre de maison à tous, elle brûle depuis des dizaines d'années maintenant. En fait, on regarde un peu ailleurs et les financements, ils tardent encore à venir. Pourtant, il y a un réveil, véritablement, et on le voit dans un tas de secteurs différents, ils vont l'illustrer. Mais c'est seulement en s'appuyant sur tous ces secteurs-là à la fois qu'on pourra peut-être y arriver. Alors j'ai une première candidate à côté de moi, c'est Laure Vérage. Bonjour. Bonjour. Vous avez cofondé et vous êtes présidente de l'Endosphère, que vous avez cofondé en 2014, qui est un site de financement participatif des énergies renouvelables. Et vous, votre credo, c'est de dire on mobilise l'épargne des citoyens, des particuliers, directement pour investir dans la transition écologique. À côté de vous, Selma Mahfouz, vous êtes économiste de formation. Vous êtes désormais directrice du pôle expertise ESG au sein du Crédit Mutuel. On vous a connu aussi pour avoir coécrit le rapport avec Jean Ferry, le rapport Pisani-Mahfouz. Il y avait plein de propositions, et notamment celle qui était émise, pourquoi pas, de taxer temporairement les plus fortunés du pays. On en reparlera. Et à votre gauche, François-Xavier de Thieulois. Vous êtes directeur expertise et accompagnement au sein de BPI France. L'objectif, investir dans des entreprises à fort potentiel pour décarboner le climat. Et nos activités, surtout. Et vous nous expliquerez pourquoi il y a encore un plafond de verre dans certains domaines, notamment sur les startups industrielles. Merci à tous les 3 d'être là. Et pour commencer cette question transversale, et je vais commencer par vous, est-ce qu'à la BPI France, vous observez que l'argument d'investir dans la transition écologique est devenu en quelque sorte bankable? Est-ce que c'est populaire de dire ça maintenant par rapport à il y a 5 ans? Je dirais que même c'est plus, au moins côté start-up, c'est un peu dans le sens inverse. Une start-up qui dit bonjour, j'ai un super produit, je vais brûler des tonnes de carbone, elle peut essayer de lever, mais ça va mal se passer pour elle. Donc, même, je pense à une start-up qu'on accompagne qui fait du robot chirurgical. Donc clairement, les sujets médicaux, c'est pas les premiers sur les sujets environnementaux. Ils disent on est déjà là pour sauver des vies. Donc, et malgré ça, ils réfléchissent à l'éco-conception du robot, à sa consommation énergétique, avec la manière de le fabriquer, etc. Parce que ils sont parfaitement conscients, comme nous tous, de l'importance de faire attention à ça. Donc, c'est même devenu un prérequis. Il y a un autre point à ne pas oublier. Donc, il y a une partie start-up. On a fait une étude récemment qui vise à pouvoir faire, à horizon 2035, une balance commerciale équilibrée. Pourquoi on veut importer moins? Étude de l'INSEE d'il y a 1 an maintenant. 1 million de valeur ajoutée rapatriée en France, ce qui n'est pas énorme, 740 tonnes de CO2 économisées tous les ans. Donc on a vraiment un gros enjeu, y compris pour le climat, à investir dans l'industrie la plus classique qui soit, les micros qui sont là, les chaises qui nous occupent, parce que tout ce qu'on fabriquera en France, le patron de l'ADEME le disait juste avant, on a une énergie très décarbonée, on a des réglementations exigeantes, donc clairement tout ce qu'on fabrique en France est bien meilleur environnementalement pour commencer. Ensuite, évidemment, si au-delà de ça, on arrive à pousser de l'économie circulaire, de l'éco-conception, etc., on va être mieux que ces 740 tonnes. C'est quelque chose qui parle beaucoup plus aux entreprises. Est-ce que c'est quelque chose dans votre domaine, Selma Mahfouz, que vous avez observé aussi? Vous avez commencé à rédiger le rapport, j'imagine, il y a quelques années. Et entre le début et la parution, est-ce que vous avez observé un déclic? Ça marche mieux, oui, ça marche mieux, merci. Honnêtement, il s'est passé beaucoup plus de choses au cours de ces dernières années, dans tous les sens, sur les sujets de transition, entre une prise de conscience de plus en plus large, des événements climatiques de plus en plus extrêmes, d'un côté, et par ailleurs un backlash qu'on voit au niveau européen, sans parler des États-Unis, que je ne dirais pas honnêtement que j'ai vu une évolution au cours des 2 dernières années. Par contre, effectivement, moi je suis depuis 1 an dans le secteur financier, donc dans une banque, ce qui est un peu nouveau pour moi, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix de ne pas se poser la question de l'impact climatique
des entreprises qu'on finance, alors quand je dis entreprise, ça couvre très large, hein, parce qu'on finance aussi des particuliers. Alors quand c'est un particulier, on y reviendra, ça se pose dans des termes différents. Hein. Mais un agriculteur, donc tout ça, toutes les banques, tous ces secteurs financiers, poussés par la réglementation en partie, mais aussi parce que le rôle du système financier, c'est quoi? C'est de financer l'économie, c'est de servir d'intermédiaire entre l'épargne des clients et de prêter à l'économie. Si l'économie se verdit, ce n'est pas l'intérêt du système financier de toute façon de rester sur l'économie d'hier. Donc accompagner le mouvement. Après, certains établissements cherchent à faire plus qu'accompagner ce mouvement, mais à l'accélérer, à l'encourager, à accompagner leurs clients, comme l'a dit Lucie Pinson tout à l'heure, à les aider, à financer, à les accompagner aussi, parce qu'il n'y a pas que du financement, il y a beaucoup de conseils pour tous les clients particuliers, professionnels, petites entreprises. Les grandes entreprises savent un peu mieux ce qu'elles ont à faire. Donc il y a vraiment beaucoup de conseils aussi, d'accompagnement. Donc les inviter à les accompagner et les financer pour se décarboner. Donc ce mouvement, il a lieu. Après, il ne faut pas non plus raconter des histoires. Tous les clients du Crédit Mutuel ne sont pas en train de toquer à notre porte en disant « je veux absolument installer une pompe à chaleur. S'il vous plaît, financez-moi une pompe à chaleur ou un véhicule électrique ». Donc voilà. Il y a tout un travail à faire pour dire mais voilà, c'est coûteux au début, on y reviendra. Une chose qu'il faut comprendre en introduction vous avez dit qui paye, mais moi j'aime bien dire pourquoi il y a un problème de financement, combien ça coûte et qui paye. Pourquoi il y a un problème de financement? Parce que c'est beaucoup d'investissements qu'on ne fait pas d'abord parce qu'ils sont rentables économiquement ou parce qu'on a envie d'un nouveau produit, on les fait pour réduire les émissions. Et ça en soi, c'est pas très... voilà, si on n'y est pas un peu obligé par la réglementation, poussé par-ci par-là, incité, et ben après tout, la chaudière, elle fonctionne bien et pourquoi pas une nouvelle chaudière au gaz plutôt qu'une pompe à chaleur. Vous disiez, ça se bouscule pas à la porte pour faire installer une pompe à chaleur. Chez L'Orvera, je crois que les particuliers se bousculent un peu à la porte pour financer des parcs d'énergie renouvelable, mais il n'y a pas assez de projets qui sortent pour tout honorer. Oui, via l'Endosphère, on permet aux particuliers d'investir directement dans les actifs qui font la transition énergétique. Donc des fermes éoliennes, des centrales solaires. On a créé la plateforme il y a 10 ans. Les 5 premières années, c'était des investisseurs plutôt militants pour lesquels le fait d'investir dans la transition énergétique était plus important quelque part que le rendement associé à leur investissement. Et après le Covid, après la guerre en Ukraine et le choc énergétique, on a vu un basculement quelque part des motivations des investisseurs qui aujourd'hui sont plus de 100 000 sur la plateforme, ont investi en 2 ans, 2023-2024, 170 millions d'euros, ce qui est autant que ce qu'on a fait les 8 années précédentes. Donc une très forte accélération des financements de ces particuliers qui, via la plateforme, donc, peuvent investir dans une ferme éolienne à côté de chez eux, dans une centrale solaire qui se développe dans leur région ou dans leur département. Et cette accélération très nette de ces investissements des particuliers, elle repose sur 2 choses principales. Un, c'est cette valeur refuge que représentent aujourd'hui les énergies renouvelables pour ceux qui veulent bien se pencher un peu sur les différents actifs dans lesquels ils peuvent investir. Par exemple, dans le financement participatif, on avait le secteur de l'immobilier qui aujourd'hui souffre de la crise du sous-jacent et également le financement des TPE, PME généralistes pour lesquels les banques font très bien leur métier et donc des dossiers qui aujourd'hui ont généré beaucoup de défauts. Et donc les ENR dans le financement participatif font aujourd'hui figure d'exception de par la qualité du sous-jacent des entreprises qu'on finance, qui sont des acteurs de premier plan de la transition énergétique, des TPE, des ETI, des filiales de grands groupes, dont le métier depuis, pour certains, plus de 20 ou 30 ans, est de mener à bien ces projets éoliens ou solaires. Et effectivement, ce qui manque aujourd'hui, mais aussi du côté des banquiers, ce n'est pas les financements. Tout le monde veut financer des technologies matures qui ont des BP très prévisibles sur 10, 15, 20 ans. Seulement aujourd'hui, ce qui manque, c'est les projets. C'est le temps aujourd'hui de développement d'un parc éolien, c'est 10 ans en France, c'est des recours systématiques. Sur le solaire, on voit naître des polémiques d'acceptabilité qui sont quasiment du même ordre maintenant que dans l'éolien. Et donc, le facteur limitant vraiment pour ce secteur spécifique des ENR électriques, technologie mature, entreprises solides, c'est aujourd'hui les projets et pas les financeurs. Il manque des projets. En revanche, investir dans un parc d'énergie renouvelable, c'est aussi un gage de meilleure acceptabilité sur un territoire. C'était aussi le sens de la proposition d'un impôt sur les plus fortunés, c'est de dire les plus fortunés vont participer à l'effort climatique, donc ce sera plus acceptable de participer aux efforts pour les autres aussi.
Oui, alors cette proposition qui était une note de bas de page de notre rapport, je rappelle, qui a fait beaucoup de bruit, peut-être dire comment on en est venu là. C'était pas juste l'envie de rétablir un impôt ponctuel sur les plus riches. Dans le rapport avec Jean Pisani-Ferry, ce qu'on s'est attaché à faire, c'est chiffrer les investissements supplémentaires nécessaires pour que la France fasse d'ici 2030 ses objectifs de réduction des émissions à gaz à effet de serre. La France s'est fixé des objectifs et on a regardé secteur par secteur ce que ça supposait. Alors, par exemple, dans le secteur de l'immobilier, pour être très concrète, et on l'a fait vraiment de façon très granulaire et très concrète. Dans le secteur de l'immobilier, ça veut dire qu'il faut réduire de 50 millions de tonnes environ les émissions. Ça veut dire qu'il faut sortir du fioul, sortir du gaz progressivement. On a regardé le nombre de chaudières au fioul qui arrivaient en fin de vie, qu'il fallait remplacer par des pompes à chaleur plutôt que des chaudières au gaz. Or, les pompes à chaleur, c'est plus cher encore aujourd'hui un peu que les chaudières au gaz. Et donc, on a regardé ce différentiel. Et les investissements supplémentaires, c'est exactement ça, c'est l'écart entre le coût d'une pompe à chaleur et d'une chaudière au gaz, c'est l'écart entre un véhicule électrique et un véhicule thermique. Et donc, on a sommé tout ça pour voir les investissements supplémentaires nécessaires pour faire les objectifs de décarbonation à l'horizon 2030. Et ça arrive, toutes ces sommes-là. Alors, c'est aussi investissement dans les ENR, c'est aussi investissement dans des réseaux, enfin, c'est vraiment dans tous les secteurs. Et on arrive à 60-70 milliards d'euros par an d'investissements supplémentaires. Donc ça, c'est combien ça coûte. Et une fois qu'on a dit combien ça coûte, évidemment, vient la question qui paye. Donc partage public-privé, ça, ces investissements supplémentaires, on voit bien, c'est tout le monde. C'est des entreprises, c'est des particuliers, c'est vraiment tous les investissements supplémentaires nécessaires. Et donc qui paye? On s'est dit partage public-privé. Bon, il y a des choses, rénover les bâtiments de l'État, clairement, c'est l'État. Enfin, c'est les écoles, etc. Ça, c'est les finances publiques, il n'y a pas de discussion. Il y a un certain nombre de ménages, et on pourra y revenir, mais Cécile Duflot en parlera, où c'est évident que si on ne rend pas les solutions accessibles, si on ne les aide pas financièrement, ça ne se fera pas. C'est trop cher, c'est inaccessible, ils n'ont pas la... Même si ça peut être rentable dans la durée, ils n'ont pas les financements disponibles. Donc là, c'est aussi le public. Donc on est arrivé à un partage public-privé, avec une part publique non négligeable, et ensuite la question, c'est comment l'État finance tout ça. Et avec un double argument qui est que la transition, on sait qu'elle ne se fera pas et qu'elle ne sera pas acceptable si elle n'est pas perçue comme juste. Des études montrent qu'en fait, un des déterminants de l'acceptabilité même des politiques climatiques, c'est la perception de sa justice, plus que de son efficacité. Donc tout le monde doit participer à l'effort. On a proposé un financement exceptionnel sur le patrimoine des plus riches qui pouvait être une contribution à l'effort. Qui était une contribution parmi bien d'autres. Si les particuliers y vont, si l'État y va dans certains domaines, quid alors des investisseurs? Et on peut prendre l'exemple des startups industrielles. On en a pléthore en France qui développent des véhicules légers, qui veulent recycler l'urine pour faire de l'engrais agricole, par exemple, qui veulent développer des mini-avions hybrides. Et pourtant, quand on parle avec des startups industrielles, elles nous disent en France, il y a des fonds, ça se compte sur les doigts d'une main, qui peuvent nous financer, et très souvent, ils ne veulent pas. Est-ce qu'on a un trou dans la raquette sur les financements de ces pépites industrielles qui pourraient véritablement devenir des champions? Ouais, clairement, on avait fait un événement à Vivatech où étaient venus Nicolas Dufourc, notre DG, et Roland Lescure, qui était à l'époque ministre de l'Industrie. Les deux ont dit au fonds d'investissement privé, il faut que vous soyez là présent aussi. Côté BPI France, on fait le boulot, on fait du prêt, on fait de la subvention, on fait du conseil pour aider ces startups industrielles. On fait de l'investissement aussi en direct. Et on a du mal à entraîner autant qu'on aimerait les fonds privés. Il y a des fonds qui y vont. On a investi dans 6 fonds privés en tant qu'investisseur dans des fonds pour qu'eux-mêmes puissent investir dans les startups. Mais on voit que ça démarre lentement parce que c'est des objets bizarres. Donc c'est compliqué, on ne sait pas bien combien de temps. C'est long parce qu'on reste dans l'industrie. Donc on est beaucoup plus dans le temps long. Alors on n'est pas encore dans le temps long de l'ENR, c'est quand même un peu moins. On n'est pas à 15-20 ans, on est à 8-10 ans. Mais 8-10 ans, normalement, les fonds d'investissement, ça dure 5 ans. Des investisseurs mettent de l'argent et 5 ans après, ils attendent leur argent. Évidemment, ça ne marche pas. Donc il y a tout ça à continuer à travailler. Ça démarre, mais pas du tout à la bonne vitesse pour, vu les enjeux qu'on a et la vitesse à laquelle on doit résoudre ces enjeux-là. On manque d'effet de levier aussi sur la finance participative. Évidemment, il y a une démocratisation de ce secteur, mais en 10 ans, l'Endosphère a permis de lever 600 millions d'euros. C'est juste un premier pas. On n'est pas encore à des effets de masse. Alors, ça a dépassé l'épaisseur du trait, dans la mesure où les 4-5 premières années d'existence de l'Endosphère, on était uniquement
la cerise locale sur le gâteau, un levier d'acceptabilité et d'appropriation par les riverains des projets d'énergie renouvelable. Depuis 2020-2022, avec la croissance de notre base d'investisseurs, avec l'arrivée aussi d'investisseurs plus avertis, professionnels, des fonds aussi qui co-investissent avec les particuliers via la plateforme, on est aujourd'hui un réel levier de financement des acteurs des énergies renouvelables. C'est des acteurs aujourd'hui, des entreprises qui sont en très forte croissance, qui ont des besoins importants de fonds propres et de quasi-fonds propres aux côtés des financements bancaires pour pouvoir mener à bien l'ensemble de leurs projets avec des portefeuilles de projets qui sont en très forte augmentation. On a par exemple au premier semestre 2024 raccordé 2 fois plus de solaire qu'au premier semestre 2023. Et donc, les ordres de grandeur sont en gros 1 million d'euros par mégawatt en solaire et en éolien. Et donc, tout ça, c'est de l'argent qu'il faut mobiliser. C'est 80-90% de financement bancaire, mais c'est aussi des fonds propres. Et pour accompagner les acteurs des énergies renouvelables dans cette mobilisation de fonds propres, le participatif, aux côtés des solutions de fonds, est une solution de financement qui est compétitive, qui est réactive et qui répond à de réels enjeux de financement. Et ça répond aussi, d'autre part, à un besoin de démocratisation et d'appropriation de ces enjeux. Nous, on va beaucoup sur le terrain, on est beaucoup aux côtés des développeurs de projets pour faire de la sensibilisation, de la pédagogie sur des sujets de culture financière et de culture énergétique qui sont finalement assez pauvres en France. Et donc, sur le terrain, on se rend compte que il y a une réelle majorité silencieuse qui est pour ces projets et qui attend qu'on leur offre et qu'on leur propose des opportunités d'investir et d'avoir un partage local de la valeur. Et en l'occurrence, dans les énergies, la rentabilité proposée est assez élevée, autour de 7 à 8% en général. Est-ce qu'on ne doit pas remettre en cause cette rentabilité aussi à tout prix, à l'heure où on a besoin de faire du bien à la planète? Je pense notamment aux dividendes sociétals qu'il y a au Crédit Mutuel. Je pense aussi aux dividendes climat que met en place une organisation qui s'appelle Team for the Planet, qui récompense ces sociétaires avec du dividende climat en disant vous avez évité grâce à votre investissement tant d'émissions carbone. Oui, je pense que le dividende social, c'est quelque chose qui va bien au-delà de ça, parce que c'est l'idée pour une banque, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui est une banque mutualiste, donc qui n'a pas d'actionnaires, donc pas de dividendes à verser à ses actionnaires, et qui, dans son plan stratégique, s'est engagé, je cite, et j'y suis pour rien parce que j'étais pas à mener la révolution environnementale et sociétale. C'était l'idée de dire, en fait, sur nos résultats nets, au lieu de verser ces dividendes à nos actionnaires qu'on n'a pas et donc de réinvestir dans nos capitaux propres, donnons chaque année, mettons 15% de nos résultats nets dans un dividende sociétal qui est de rendre à la société d'une certaine façon une partie de nos résultats. Donc c'est quand même 500 millions d'euros par an à peu près, donc c'est pas complètement négligeable. Et en fait, ça sert à 3 choses. Ça sert à un fonds impact, le fonds Révolution environnementale et sociétale, qui est un fonds qui a investi dans des solutions nouvelles, sans chercher de profit, donc qui vraiment cherche à financer des innovations dans ces domaines-là. Un deuxième pilier qui est une fondation classique d'entreprise qui est devenue grosse, qui finance des associations qui agissent dans ces domaines, à la fois social et transition. Et puis un troisième pilier qui est un peu plus original, qui est de se dire, en fait, on accepte de perdre de l'argent sur certains produits, donc financer la mobilité électrique avec des prêts à taux zéro. Des prêts à taux zéro, pour une banque, ça coûte. Et donc on accepte avec ça de perdre de l'argent sur certaines choses parce qu'on pense qu'il faut aider les gens à y aller. Et donc voilà, on finance ça avec ce dividende sociétal. Le mot de la fin, François-Xavier de Thieulois, une entreprise ne se permettra pas de perdre de l'argent, vous allez me dire. Est-ce qu'elle peut s'intéresser à d'autres modèles de dividende climat, par exemple? Elle ne peut pas se permettre de perdre de l'argent, ça c'est clair, parce qu'il y a une question de pérennité. Donc ça c'est inversement, jusqu'où elle pousse son objectif de rentabilité versus son objectif de résilience, là il y a un vrai curseur à ajuster. Cette année j'ai fait 15% ou 20% de résultats nets et en fait j'ai pompé des choses qui font que dans 5 ans j'aurai un vrai problème, c'est certainement une très mauvaise idée. Donc c'est cet arbitrage qui doit être une ligne de crête un peu compliquée à gérer entre le dirigeant, ses actionnaires, ses banquiers, ses salariés. Merci à tous les trois d'avoir apporté tous ces éclairages.